Bien, bonjour. Vous allez assister à un nouveau type d'enregistrement pour ce qui est des enregistrements menés à la Fondation Hugo du Collège de France. Ce type d'enregistrement a été conçu par 3 personnes, Jacques Glowinski, Carlo Ossola et moi-même. Et très malheureusement, Jacques Glowinski n'est plus des nôtres. Il a été emporté par la Covid en novembre dernier. Ce type d'enregistrement est conçu de façon à donner la parole à des membres de la société civile en discussion à parité, si je peux dire, avec des professeurs du Collège de France. Les 2 professeurs qui vont participer sont Carlo Ossola et moi-même, et les 2 participants de la société civile sont 2 personnes qui connaissent admirablement le terrain et que je vais présenter rapidement. D'abord, Marianne Échette. Merci beaucoup, Marianne, d'être venue vous livrer à cet exercice. Marianne Échette est déléguée générale de la Fondation SNCF et présidente de l'Alliance pour le mécénat de compétences. Dominique Thierry a été le fondateur et le président d'honneur de France Bénévolat et il est en plus vice-président de Résolis. Carlo Ossola, je le présente même si ce n'est pas nécessaire, professeur émérite au Collège de France, titulaire de la chaire des littératures modernes de l'Europe néo-latine. Et Jacques Glowinski et lui-même ont été les initiateurs d'un très important projet mené par le Collège de France à Aubervilliers pour partager la culture du Collège de France localement plutôt que de vouloir la tenir à tout prix dans les enceintes parisiennes. Et pour ma part, je suis professeur émérite au Collège de France de la chaire d'immunologie moléculaire et président de l'association Résolis. Alors, ce qui nous a induit à faire cet exercice, c'est que la crise du Covid a engendré énormément de problèmes dans tout le monde, en France, mais aussi au Collège de France. Et nous nous sommes dit au Collège que nous devrions prendre une initiative collective de façon à essayer d'apporter notre contribution à la compréhension des phénomènes qui se sont produits, qui se produisent et qui vont se produire. Alors bien sûr, il est prématuré de vouloir identifier tous les problèmes, toutes les causes et toutes les analyses qui touchent à cette épidémie dans laquelle nous sommes encore. Mais nous pouvons constater d'ores et déjà qu'elle a agi comme révélateur, amplificateur et accélérateur, en positif comme en négatif, de toute une série de phénomènes, de problèmes plus ou moins préexistants, qui, eux, peuvent être étudiés. Et donc, c'est ce que nous nous sommes posés comme objectif pendant les 50 minutes qui viennent, c'est de comprendre comment 2 univers, qui sont les univers des opérateurs de terrain, ont été impactés par la crise de la Covid, et deuxièmement, comment ils ont réagi par rapport à des problèmes qui étaient posés par cette même crise, et comment ils ont aidé à trouver des solutions de terrain aux problèmes qui étaient soulevés par la crise sanitaire. Bien entendu, n'imaginez pas que nous allons couvrir l'ensemble du champ qui est évidemment gigantesque, mais nous allons essayer de le défricher un petit peu et de vous donner quelques éclairages sur des domaines qui ne sont pas tellement bien connus du grand public et auxquels nous avons pensé que le Collège de France pouvait contribuer, essentiellement en donnant la parole à des personnes compétentes et en discutant avec eux. Donc, je vous propose de démarrer avec cette première phase, impact de la crise de la Covid sur l'engagement citoyen, et je donne la parole pour commencer à Dominique Thierry. Oui, bonjour, donc moi je vais aborder la question de l'impact de l'engagement citoyen dans le monde associatif et le bénévolat. D'ailleurs, bénévolat, association, c'est très mêlé, puisque sur les 1 400 000 associations, 85% n'ont que des bénévoles, 15% aussi des salariés. Donc voilà, c'est consubstantiel.
Alors, France Bénévolat, dont une des missions principales est de rapprocher des gens qui ont envie de s'engager et des associations qui sont d'ailleurs adhérentes de France Bénévolat, bien sûr, la question de la Covid nous a interpellés et on a vu des phénomènes. Alors, ce n'est pas forcément statistique, mais c'est quand même intéressant. Le premier phénomène qui nous a beaucoup frappé, surtout dans la première période d'ailleurs, la deuxième dans laquelle on est encore, c'est plus complexe, etc. Mais la première période de confinement total, pour la première fois depuis que France Bénévolat existe, c'est-à-dire depuis près de 20 ans, d'habitude, on a plutôt des associations qui nous disent « c'est bien, mais vous ne trouvez pas assez de bénévoles ». Et là, on a eu une inversion totale, on a eu une offre de bénévolat bien supérieure à la capacité, je dirais, d'absorption, entre guillemets, des associations. Alors d'abord parce qu'il y a un certain nombre d'associations, en particulier les grandes, qui étaient un peu fermées, comme les entreprises, mais on a été sollicité de façon considérable avec des gens qui ont souhaité s'engager. De tous âges, et en particulier, ce qui est tout à fait réconfortant, des jeunes, des salariés qui étaient d'ailleurs souvent au chômage partiel, et qui ont dit on a envie de faire quelque chose, on a envie de s'engager, etc. Alors ça, c'est le premier phénomène. D'une certaine façon, au bon sens du terme, ce n'est pas original dans la mesure qu'on reprend historiquement toutes les crises, y compris la peste au XIVe siècle. Naturellement, les gens sont solidaires en cas de crise. On l'a bien vu dans les grandes inondations, etc. Donc ça, c'est plutôt réconfortant sur l'humanité. Les gens sont naturellement solidaires. Et puis le deuxième phénomène sur lequel je reviendrai peut-être dans la deuxième partie, c'est du coup une autre, c'est la capacité d'innovation et d'adaptabilité des associations. Voilà, mais déjà le premier phénomène, c'est un superbe mouvement de solidarité avec du bénévolat. Alors bien sûr, c'était un peu compliqué parce qu'il a fallu nous-mêmes qu'on trouve du bénévolat adapté, de proximité. Je donnerai tout à l'heure des exemples, face à des associations dont certaines étaient fermées, et puis bien sûr en respectant aussi les conditions sanitaires pour les bénévoles. Quel changement dans le monde associatif? Alors, le monde associatif, lui aussi, il est multiple. Effectivement, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a certaines qui, dans le premier temps, ont plutôt fermé, qui nous a posé des problèmes, plutôt les grandes d'ailleurs. Et les petites, elles n'ont pas fermé, elles ont tout de suite réagi, adapté, on y reviendra avec des exemples, alors bien sûr avec la digitalisation des activités, mais aussi des associations qui ont changé complètement d'activité pour dire voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. Et face à ce double phénomène souligné d'adaptation, de réactivité et de solidarité. J'ai entendu dire, Dominique, que beaucoup de jeunes souhaitaient s'engager hors du monde associatif. Alors oui, alors ça existait déjà avant. Alors là, on n'a pas suffisamment d'analyse quantitative, mais voilà, on voit que les jeunes, eux, c'est pas l'association en tant que telle, c'est pas leur affaire. Ce qu'ils veulent, c'est s'engager sur du projet concret. Si c'est dans une association qui n'est pas trop compliquée, donc les jeunes rejettent les institutions, toutes. Le politique, le syndical et le monde associatif, si justement il s'institutionnalise, il sera rejeté aussi. Et donc quelquefois ils sont engagés sur des collectifs informels de quartier, et puis tout simplement auprès de leurs voisins, voilà, des gens qui ont fait les courses, qui ont fait les choses, qui ont rendu service au monde hospitalier, etc. Donc bon, bien sûr, nous on a un regard particulier sur le monde associatif, mais on voit bien qu'il y a aussi un enjeu qui s'est produit, qui s'est probablement accéléré à travers la crise, ce n'est pas forcément un engagement, je dirais, institutionnel. Et si je t'entends bien, cela veut dire aussi que les contraintes de circulation et d'autres facteurs ont encouragé la solidarité de voisinage. Oui, ça c'est clair. C'est clair, on a des tas d'exemples, en particulier à l'égard des personnes âgées, du personnel médical, alors sur, un exemple qu'on pourra reprendre après, sur le soutien scolaire, l'accompagnement scolaire. Il y a un énorme mouvement. Nous,
on a placé, entre guillemets, c'est pas un terme qu'on utilise, c'est pas le bon mot, mais de tas de gens qui se sont mis à faire du soutien scolaire, alors du coup, par Zoom, par informatique, etc. Donc là aussi, c'est obligé. Il y a des gens qui ont appris, qui faisaient déjà du soutien scolaire, qui l'ont appris à le faire différemment, et puis d'autres qui disent « Oh, j'ai jamais fait ce que je pourrais faire », et ben, ils sont très bien mis, voilà, et on a des superbes exemples de témoignages d'enfants, de parents, voilà, qui ont été absolument superbes. Je souligne que ce ne sont pas des phénomènes mineurs, puisque les bénévoles, c'est 15 millions. Alors aujourd'hui, dans le cadre qu'on fait régulièrement, c'est 20 millions de Français, ce qui est quand même considérable, sur 60 millions, enfin sur 45 millions, on va dire, de plus de 15 ans, dont 13 millions dans le monde associatif. Et puis 7 dans d'autres univers. Souvent, j'aime citer que les conseillers municipaux, dans le milieu rural, c'est les premiers acteurs de la solidarité. Ils ne sont pas rémunérés, ils sont bénévoles. Et puis dans les organisations de base, professionnelles, etc. Et puis ce qu'on appelle le bénévolat de proximité, qui est tout à fait informel, mais qui était essentiel. Autrefois, c'était quand même cette solidarité de proximité qui était dominante. Et puis le phénomène associatif qui est arrivé, on va dire, dans les années 50, 60, avec l'urbanisation. Alors Marianne, et dans l'univers des entreprises, que s'est-il passé ou que se passe-t-il ? Alors, du côté des entreprises, peut-être un tout petit retour en arrière et se dire qu'au fond, engagement et citoyen et entreprise, ça pourrait paraître incongru. Surtout en France, le monde de l'entreprise n'a pas toujours une très bonne image et parler d'engagement paraîtrait justement un peu bizarre. Eh bien, depuis une vingtaine d'années, on parle de RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise. Et il est vrai que la loi a imposé à l'entreprise d'être un acteur économique, mais aussi d'être un acteur social et sociétal dans son environnement. Et donc, petit à petit, l'entreprise a pris cette casquette-là, de façon donc imposée au début, et puis maintenant, au fil du temps, elle s'est bien rendue compte qu'elle avait sa place dans la société civile. Alors c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est assez évident que l'entreprise fasse autre chose que de produire et de recruter ou salarier des personnes. Elle se sent également en prise avec la société. Et donc on est sur ce terrain-là quand le Covid arrive. Donc c'est quand même important de dire que le monde des fondations d'entreprises existe depuis assez longtemps et que de plus en plus de patrons d'entreprises estiment nécessaire, voire incontournable, d'avoir des actions d'intérêt général, qu'elles soient portées par une fondation ou pas. Donc ça, c'est très important de le dire. Donc quand la Covid arrive, il existe déjà un grand nombre d'entreprises engagées auprès d'associations de tout type partout en France et d'ailleurs beaucoup à l'international, c'est important de le dire aussi. Et là, on constate une enquête d'Admical d'ailleurs, qui est l'organisation qui représente les entreprises mécènes en France, montre que 95% des entreprises de TI, de PME, de grands groupes décident d'agir et de mettre en place des actions spécifiques au Covid pour répondre à la crise. Donc c'est beaucoup, 95%. Et alors ce qui est intéressant, c'est non seulement que donc il y a une mobilisation générale des entreprises, très clairement, très spontanée, très rapide. Et donc ça montre bien qu'il y avait déjà ce terrain était là, favorable, mais également c'est l'utilisation de toutes les formes de soutien. Alors en termes de mécénat, le mécénat financier, bien sûr, de l'argent, il en faut, du mécénat en nature, et du mécénat de compétences. Mais aussi, au sein de l'entreprise, on actionne aussi tout type de soutien. Ici, une entreprise qui va prêter de l'espace média, une autre qui va transporter des produits, une autre qui va prêter ses chambres d'hôtel pour les soignants, etc. Et donc, des tas de choses. Finalement, l'activité économique se met au service de l'intérêt général. Et là, c'est très nouveau. Donc, on actionne les réseaux, les prestataires, les fournisseurs. Enfin, voilà. On voit des tas de choses innovantes qui arrivent et qui s'imposent, finalement, tout de suite. Donc, voilà, c'était important de dire ça. Alors après, sur le mécénat lui-même et l'engagement, j'allais dire, citoyen,
on a justement cette forme différente. Alors, on parle d'1 milliard d'euros au mois de septembre à peu près apportés par les entreprises pour des actions spécifiques, ce qui est déjà pas si mal, certainement plus maintenant, mais il n'y a pas d'études plus récentes. Et puis sur les volets essentiellement action sociale, bien sûr la santé, l'aide aux plus vulnérables et le soutien scolaire. C'est vraiment le top 3, j'allais dire, des actions soutenues. Et bien sûr, l'aide d'urgence aux hôpitaux, ça va de soi aussi. Mais enfin, voilà, il y a ces 3 grands domaines. Et puis, justement, cette diversification des mécénats. Il y a de l'argent, mais il y a aussi le mécénat en nature, donc transport de produits, fabrication de masques et de gel par des entreprises qui font des sacs ou du parfum. Enfin voilà, des tas de choses très, très, très spéciales, enfin très innovantes, comme je disais. Et puis ce mécénat de compétences qui permet donc aux salariés de l'entreprise, sur le temps de travail, ça vient compléter ce que disait Dominique, donc on n'est pas sur du bénévolat fait sur le loisir, le temps de loisir le soir ou le week-end, c'est le temps de travail, donc c'est un engagement supplémentaire de l'entreprise qui permet à ses salariés, sur le temps de travail, de donner du temps à des associations pour remplir des actions d'intérêt général. Moi, je suis très heureux de vous entendre dire ça, et je me fais l'avocat du diable contre ce que je pense moi-même, mais je le fais. Finalement, beaucoup d'ONG se targuent d'avoir été enfin, d'avoir provoqué les entreprises de telle sorte qu'elles augmentent leurs actions dans la RSE. Et cela me paraît poser la question de relations entre les entreprises et en gros les associations et les ONG en général. Je crois que la révolution est faite aussi dans la relation entre l'entreprise et le monde associatif. Voilà. Ça a commencé déjà depuis longtemps, on a toujours parlé de ce dialogue de sourds finalement entre l'entreprise et le monde associatif, chacun ayant une opinion très défavorable l'une de l'autre. Chacun a une liste assez importante. Mais les choses tout simplement ont changé, tout simplement parce que le dialogue s'est ouvert, on s'est écouté. On a appris les uns des autres et donc l'entreprise a grandi évidemment en soutenant des associations, mais pas seulement en faisant un chèque, mais aussi en les écoutant et en leur apportant autre chose que de l'argent. Voilà. Donc l'accompagnement, si vous voulez, de l'entreprise auprès des associations, il est réel, il est voulu, il est déterminé, il s'inscrit dans le long terme et réciproquement, l'association attend autre chose de l'entreprise que de l'argent. Donc elle vient chercher les compétences de l'entreprise, l'organisation, la rigueur, la richesse des différents soutiens, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important. Donc on est à peu près, je dirais, à égalité. Il y a un vrai partage, une vraie réciprocité dans le soutien. Et il y a l'apport des deux côtés. Alors, ça ne va pas empêcher un mouvement déjà engagé. Voilà, on avance, on recule un peu, mais on continue d'avancer, on ne reviendra pas en arrière, ça c'est clair. Bien, écoutez, c'est un message réconfortant, et comme il est réconfortant d'apprendre ou de savoir qu'il y a tant de bénévoles en France et tant de bonne volonté qui s'expriment, j'en profite pour juste dire un mot de Résolis, puisque Résolis est l'association que je préside. Le vice-président est à ma droite et Carlos Sola est lui-même un membre de Résolis et bientôt Marianne, j'espère que vous en serez. Donc, et vous nous avez aidés. Donc, l'idée maîtresse de Résolis, c'est d'injecter de la méthode scientifique justement dans les actions de terrain de façon à améliorer les coopérations, les synergies, l'efficacité, on peut dire, et l'évaluation du système qui en a bien besoin. Sachant quand même que le budget cumulé de toutes les associations et fondations, donc on mélange un peu les lapins et les carottes, j'en suis d'accord, mais enfin il dépasse les 100 milliards d'euros en France, donc ce sont des sommes quand même considérables, et il est clair que l'enjeu d'avoir une meilleure auto-organisation de ce dispositif, puisqu'il n'est pas question de le faire piloter par l'État ou par qui que ce soit, est un enjeu très significatif. J'en profite pour vous dire qu'à ce stade, et comme nous souhaitons également vous montrer des exemples concrets, nous allons vous projeter une courte vidéo qui vous instruira un petit peu sur la manière dont le terrain peut s'exprimer sur ces sujets. Pour cette série de portraits, nous avons choisi des bénévoles d'origine, d'âge et de profils différents. Leur engagement sont des mots simples,
bienveillance, altérité, solidarité et l'attention aux autres. Voici Nasrullah. En Afghanistan, j'ai obtenu mon bac. Après, vraiment, je voulais m'intégrer à l'université, mais à cause des discriminations contre les Hazaras, j'étais obligé vraiment de quitter le pays. Du coup, je n'ai pas pu le faire. En arrivant en France, dès le début, je me mettais très souvent dans une association pour prendre des cours de français qui s'appelle Français langue d'accueil. Du coup, ce que j'avais appris, je voulais les partager avec les autres Afghans qui ne parlaient pas du tout le français, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas des endroits qui donnaient des cours de français. Et je voulais vraiment faire quelque chose, d'un côté pour la France, de l'autre côté pour moi-même, et en plus pour ceux qui venaient d'arriver en France, qui vivaient franchement très très pauvrement dans la rue. J'ai été sollicité par le président de l'association. J'ai été élu pendant 2 ans au conseil d'administration. C'était en ce moment-là que j'ai animé 2 ateliers et j'ai commencé la vie de bénévolat. Et quand tu es demandeur d'asile, ce sont les associations qui jouent un rôle primordial dans notre vie, y compris France et Langue d'accueil, France Bénévolat, Camres, CEMAT, la Ronde Euro. C'est pour cela que je voulais reprendre le relais et en aidant les autres. Parce que moi, je voyais les deux côtés. D'un côté, je voyais la vie d'un demandeur d'asile et de l'autre côté, je voyais la vie d'un bénévole qui essaye de partager son temps et d'aider les autres. Les personnes vulnérables. Actuellement, je suis réfugié. Ça veut dire que j'ai la carte 10 ans. Et d'un côté, je fais les études. Je suis en 2e année de droit à l'université Paris-Est Créteil. Et de l'autre côté, je travaille à la Cour nationale de droit d'asile en tant qu'interprète officiel. J'ai signé un contrat en temps partiel. Et là, je suis content parce que d'un côté, je fais les études. Et de l'autre côté, je travaille pour pouvoir financer mes études. Alors, je passe maintenant à la 2e phase de notre discussion, en vous demandant justement à tous les deux d'apporter des exemples concrets aux solutions qui ont été élaborées dans vos 2 univers respectifs pour résoudre des problèmes de terrain ou aider à résoudre des problèmes de terrain soulevés par la pandémie de Covid. Et je commence par Dominique, si tu veux bien. Alors, moi, je vais prendre 3 exemples comme ça, parmi d'autres, qui montrent aussi la capacité de réactivité, d'adaptation, et l'entreprise aussi. Le premier exemple, il est superbe, c'est des lycéens, d'un lycée professionnel de cuisine, donc c'était pas un grand lycée, et qui ont eu l'idée de dire il faut qu'on fasse quelque chose, parce que le lycée était fermé. Ils se sont rapprochés d'une association qui faisait de l'accompagnement de personnes à l'hôpital. Donc ça n'avait pas grand-chose à voir. Et ils ont eu l'idée, je ne sais pas qui a eu l'idée, peu importe. Du coup, ces 2 classes de lycée, ils ont convaincu leur proviseur d'ouvrir les cuisines, et ils ont fait des milliers de repas pendant toute la période du confinement, avec l'appui de l'association mère, qui les a quand même aidés, encadrés, il fallait pour des personnes hospitalières. Alors bien sûr, pour des gens qui étaient sur le front, au front, ça a été bien parce qu'ils avaient des repas sympas, et puis en plus c'était un symbole de reconnaissance. Voilà, ça c'est un premier exemple de jeunes, innovation de jeunes, qui a rencontré une association qui a dit bah oui, du coup on va changer d'activité, c'est pas grave, on fait ça. Deuxième exemple, alors qui est de toute autre nature, une association là du coup qui est dans le 93,
qui faisaient plutôt de l'animation sociale en maison de retraite. Alors, maison de retraite fermée. Eh ben, ils se sont débrouillés pour trouver des smartphones, des tablettes, pour les mettre à disposition des personnes, des résidents de maisons de retraite, complètement confinés, ne pouvant pas leur famille. Et puis, à distance, ils leur ont appris à utiliser ces tablettes. Voilà. Et bien, ils ont continué à faire des choses différentes avec d'autres moyens. Et puis, le troisième exemple que j'ai cité, que je vais revenir, c'est donc beaucoup d'associations. Alors, il y avait déjà des associations qui faisaient de l'accompagnement scolaire. Je pense à l'ESA, qui est une grande association qui fait de l'accompagnement scolaire, plutôt à domicile, et puis il y a les centres sociaux qui en font plutôt à la sortie de l'école à 4 heures, etc., tout fermé. Et donc, beaucoup de ces associations se sont mis à faire de l'accompagnement scolaire à distance. Nous ont d'ailleurs sollicité, on a trouvé plein de gens qui acceptaient de faire ça, du coup, c'est formidable, parce qu'à distance, c'est pas besoin d'être là, quoi. En Normandie, on a trouvé des gens en Normandie qui ont fait de l'accompagnement scolaire de gamins qui étaient dans le 93, etc. Donc là aussi, adaptation technique, adaptation pédagogique, adaptation de la relation, c'est vrai, voilà. Donc c'est 3 exemples d'innovation que j'ai donnés pour illustrer sur des champs et puis des publics différents. Marianne, en entreprise. Alors, en entreprise, en SNCF, voilà, évidemment. un petit focus peut-être sur la Fondation SNCF concernant donc l'engagement citoyen d'individus, de salariés en l'occurrence. Alors, peut-être un petit point justement sur la relation avec les partenaires. Dès que la Covid s'est présentée, nous avons tout de suite contacté les partenaires associatifs de la Fondation. Voilà, on les a tous appelés. Téléphone, envoyer des mails. On a quelques centaines d'associations partenaires chaque année, donc ça fait du monde. Mais on s'est réparti bien sûr cette belle mission entre l'équipe nationale et les correspondants, parce que nous avons la chance d'avoir des correspondants dans chaque région qui bien sûr sont les mieux placés pour identifier les partenaires potentiels, pour voir quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient. Voilà, donc ça a été la première chose. Et donc on a mis en place une sorte de formulaire pour recueillir finalement toutes les difficultés financières, organisationnelles, etc. qu'ils rencontraient. Voilà, on a fait ce point-là. On a créé un fonds de solidarité Covid spécial, donc financier, pour pouvoir donner un coup de pouce de trésorerie aux unes aux autres, répondre à des besoins de compétences, d'organisation, de transport, etc. Voilà, on est venu au chevet, on peut dire, de chacun de nos partenaires. C'était la première chose, d'abord une réaction simplement humaine, c'est-à-dire comment allez-vous, qu'est-ce qui se passe pour vous, etc. Et puis tout au long, là, depuis le mois de mars l'année dernière, ça va faire 1 an maintenant, c'est un suivi très régulier de tous ces partenaires. Ça a été la première chose et on continue à le faire. La deuxième, ça a été bien sûr de mettre en place de nouveaux partenariats d'urgence avec un certain nombre de grandes associations. Et puis sur le plan justement du mécénat de compétences, on a donc contacté toutes les associations partenaires également en mécénat de compétences pour voir comment eh bien, les mises à disposition des salariés, c'est le terme consacré, pouvaient se transformer en mission à distance. Voilà, passer du télétravail aux télémissions aussi, au téléengagement, au télévolontariat, enfin on l'appelle comme on veut. Et là aussi, on a essayé alors ça n'a pas toujours été simple, tout le monde n'est pas organisé pour ça, mais on a aidé à la fois financièrement et technologiquement un certain nombre d'associations qui souhaitaient le faire pour mettre en place justement toutes les activités qui étaient justement mises en place avec les collégiens, les lycéens, les enfants, pour les transformer par des missions à distance pouvant être réalisées par les collaborateurs. Alors on a plusieurs centaines de collaborateurs qui ont souhaité à la fois poursuivre leur mission et encore plusieurs centaines qui se sont engagés à l'occasion de cette pandémie dans une action d'intérêt général. Donc ça a été vraiment un déclencheur, un accélérateur. Ça a permis de consolider ce qui se faisait déjà. Ça a permis de déclencher l'envie de s'engager. C'est le bon moment, c'est maintenant. J'avais envie de le faire et on me propose de le faire. Voilà. Et ça a pu accélérer aussi dans beaucoup d'entreprises, je l'ai notamment constaté, un certain nombre d'entreprises ont finalement mis en place des dispositifs qui dormaient un peu dans les placards
et c'est sorti du placard. Voilà. Et là, on a mis en place une plateforme d'engagement, voilà, un certain nombre de dispositifs à l'occasion de cette pandémie. Je vous pose une question à tous les deux. Il est clair que l'un des tristes phénomènes qui a été révélé par la crise, c'est l'état très inégal des maisons de retraite en France. Donc, on le savait, j'imagine, mais là, on l'a su vraiment. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations quasi scandaleuses et malheureusement, d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal de poursuites judiciaires qui sont en cours dans un certain nombre de cas. Bon. Alors, qu'avez-vous pu faire dans chacune de ces deux sphères dans ce domaine précis, sur le plan associatif d'une part, et d'autre part sur le plan de l'entreprise, sachant que pas mal d'entreprises ont finalement des maisons de retraite ou sont associées à des systèmes de retraite, ce qui est normal. Dominique d'abord, Marianne après. C'est un sujet qui nous préoccupait avant. La question des maisons de retraite en France, c'était un peu l'omerta. Il y a eu des rapports extrêmement sévères sur le sujet. On a bien vite mis sous le tapis. Et du coup, la crise, elle était, comme tu le disais tout à l'heure, elle était à la fois révélateur et accélérateur. Donc il se trouvait qu'à ce moment-là, du coup, dans le cadre du partenariat Résolis France Bénévolat, on avait l'idée de mettre un programme spécifique qu'on a appelé vers des maisons de retraite plus inclusives. Voilà. Qui est un projet et plus inclusif, ça vaut ce que ça veut dire. Ça veut dire comment, des deux côtés, ces maisons de retraite s'ouvrent à l'extérieur. Comment les habitants s'en servent du terme, y compris les entreprises du territoire, considèrent que ce n'est pas un lieu qu'on fuit, on passe à côté comme on passe à côté d'une prison. Voilà, comment c'est un lieu de vie un peu compliqué mais normal, ça fait partie de la cité. Et puis comment à l'autre bout, les résidents continuent à être considérés comme des citoyens à part entière et pas des enfants qu'on a confinés. Bon, voilà. Donc du coup, ce programme, on était en train de l'amorcer. Alors évidemment, il est extrêmement difficile compte tenu des contraintes propres des maisons de retraite actuellement. Et puis, on en a parlé à la Fondation SNCF qui nous a immédiatement dit oui et qui nous a aidé à lancer le programme. Le programme, il est lancé. Alors, il ne va pas jamais aussi vite qu'on le souhaiterait compte tenu des contraintes de confinement, mais ça démarre. Il y a un certain nombre de maisons de retraite qui sont d'accord, qui est déjà 6-7. On a un colloque pour les rassembler à la fin du mois de mars, et on espère que dès que maintenant les maisons de retraite sont heureusement un peu moins fermées, qu'on va vraiment accélérer et faire encore que ces maisons de retraite soient des lieux inclusifs et pas des lieux fermés, et dans les deux sens, c'est important. Voilà. La SNCF a des maisons de retraite? Alors, la SNCF a des maisons de retraite. Oui. La SNCF a quelques maisons de retraite, beaucoup moins qu'avant. Hein. Mais bon, elle en a, comme elle avait aussi des organismes de formation pour des jeunes qui rentraient à 13-14 ans et qui étaient formés. Voilà, alors on partait vraiment du jeune âge jusqu'à... Enfin bon, alors comme un peu dans toutes les entreprises, voilà, on a un peu transformé ce type d'action. Et bien entendu, la SNCF, comme toutes les organisations qui ont des maisons de retraite, s'est penchée sur la question. Et bien entendu, certaines maisons, voilà, ont été soutenues, aidées pour améliorer les conditions sanitaires. Voilà, donc les efforts ont été faits, mais en ce qui concerne la Fondation SNCF, justement, on a soutenu ce projet dont parlait Dominique, qui nous semblait assez naturel, parce que c'est vrai que tout ce qui est solidarité intergénérationnelle, je sais qu'il est cher au cœur de Dominique, me semble essentiel. Hein. SNCF est une grande maison, une grande famille. On pourrait dire qu'on représente en quelque sorte un peu la société française, hein, sur le plan des âges, des profils, des cultures. Enfin voilà, c'est une petite France, hein, la Fondation, la SNCF. Et donc il était évident, vraiment, c'était très naturel de soutenir le projet que nous avait présenté Dominique. Voilà, pour les rendre plus inclusives. Hein, c'est bien ça dont on parle. Hein. On parle aussi de rendre la société plus inclusive pour les jeunes, mais voilà, pour les personnes âgées et pour les jeunes. Donc il y a une évidence. Alors, je voudrais peut-être rajouter qu'il y a eu un certain nombre d'actions du groupe SNCF très importantes. Bien sûr, on a beaucoup parlé des TGV sanitaires pour le transport des malades, mais bien d'autres choses. Et il y a eu également la création d'une plateforme d'écoute
destiné aux 250 000 salariés et aux 400 000 retraités du groupe SNCF. Voilà. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que l'entreprise elle-même a pris soin de ses salariés et de ses retraités. Donc ces personnes-là, en désarroi, en souffrance, ont pu téléphoner et puis être écoutées et être soutenues, voilà, comme des personnes faisant partie de... Alors ça fait quand même du monde, hein, 600 000 personnes qui peuvent téléphoner et être écoutées, et être accompagnées et aidées. Donc voilà, c'est je trouve une action assez importante et essentielle que le groupe SNCF a mis en place. J'ai envie de rebondir parce que c'est une belle histoire que Marianne ne connaît peut-être pas. Une des maisons de retraite propres de la SNCF, qui est la Bagnole de l'Ordre, qui est rentrée dans notre programme, justement, avait déjà depuis plusieurs années essayé de décloisonner les différentes parties prenantes. Alors parce que dans une maison de retraite, c'est très cloisonné. Il y a les médecins, les infirmières, le personnel soignant, le personnel... Ils avaient décloisonné déjà. Et en particulier, pour que les animations sociales, il y a bien sûr une animatrice sociale, mais tout le monde s'y collait. Et du coup, ils ont beaucoup plus facilement réagi à la crise sanitaire que les autres. Donc c'est un très bel exemple où ceux qui avaient commencé à préparer les choses ont mieux réagi, ont moins fermé. Alors, ils n'ont pas eu, ils ont aucun mort dans cette maison de retraite. Alors la directrice dit on a eu de la chance, mais enfin, peut-être pas toujours de la chance. Voilà, voilà, donc on voudrait aussi prendre cet exemple-là pour montrer que les maisons de retraite qui avaient anticipé un peu des choses, avaient fait des choses, ont plus facilement rebondi, donc raison de plus qu'on rebondisse après. Ces quelques exemples sont malheureusement trop rapides. Et dans quelques instants, nous allons projeter une autre vidéo qui va vous donner un autre exemple. Juste dire avant cette projection et avant que nous entamions une discussion plus générale que la multiplicité des problèmes est évidemment immense. Le tissu social qui les gère était lui aussi immense. Comme vous le savez, il est très singulier en France, puisqu'en France, si on peut dire, il y a une ONG pour 50 habitants, ce qui doit être, je crois, le taux le plus élevé au monde, à condition d'appeler ONG une association 1901, qui est effectivement une petite ONG. Alors bien sûr, il y en a des grosses, il y en a des petites, etc. Mais du coup, la multiplicité des problèmes dont nous pourrions parler est absolument inépuisable. Je cite un problème dont nous aurions aimé parler probablement, mais c'est bien sûr les problèmes des jeunes, avec des cas extrêmes qui sont les problèmes des suicides des jeunes, qui augmentent très malheureusement, ou les syndromes qui se développent apparemment, comme le syndrome de Hikikomori, du nom de japonais qui désigne le syndrome de jeunes qui ne sortent plus de chez eux, qui jouent face à leur ordinateur, qui ne sortent plus de chez eux, etc. Donc, si vous voulez, juste dire que nous ne faisons qu'effleurer un monde immense, si vous voulez, et nous allons en discuter un peu plus à fond dans quelques instants, de façon un peu générale, mais d'abord donc cette nouvelle présentation d'une autre expérience. Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis gestionnaire de portefeuille chez SNCF Immobilier et je suis très heureux de partager mon expérience avec vous. Je ne conçois pas ma vie sans pouvoir aider ou donner un petit peu de temps pour les autres. C'est pourquoi je me suis engagé auprès de l'association France Terre d'Asile et de la Fondation SNCF dans le programme Mécénat de compétences pour accompagner un réfugié à réussir son parcours d'intégration. Je trouve cette aventure humaine extrêmement passionnante par la nécessaire ouverture d'esprit qu'elle implique et la richesse créée par nos différences culturelles. Vivre ce temps fort pendant le confinement est quelque chose de très particulier et très intéressant parce qu'il nous renvoie à l'essentiel, à savoir prendre soin des autres, de nos aînés, des plus fragiles. Et pour une fois, nous ne sommes pas esclaves de la technologie, c'est plutôt le contraire, c'est elle qui est à notre service. Et avec Abdou, mon filleul, du coup, nous nous en servons pas mal. Nous échangeons beaucoup par téléphone ou sur les réseaux et nous avons une passion commune, à savoir la cuisine. Alors on échange beaucoup de photos, il a même créé sa propre chaîne YouTube ou ce compte Instagram, le chef Ezam, pour partager au plus grand nombre notre passion.
Puis en même temps, on en profite aussi pour s'en servir avec les cours scolaires à la télé ou les applications linguistiques sur les téléphones. Bref, de quoi utiliser, profiter de ce temps immobile pour avancer. Voilà, à bientôt. Je dois présenter mes excuses, chers amis, à cause de ma distance, qui est une distance qui confirme toutes les difficultés que cette pandémie nous impose, mais qui nous met en place dans la situation courante des thèmes que nous allons aborder. Dans l'intervention que nous venons d'écouter, le témoignage de M. Xavier est particulièrement important. Je retiens deux concepts qu'il a exposés avec une simplicité tout à fait transparente. Tout d'abord, il nous dit « ce temps nous oblige à choisir, à rester, à cultiver l'essentiel ». Oui, c'est vrai. Je crois que les contraintes du temps que nous vivons nous poussent à faire un choix dans les options qui étaient plus faciles autrefois. On pouvait emprunter un chemin, on pouvait bifurquer, on pouvait revenir sur nos pas. La mobilité était assurée et même accélérée. Maintenant, l'immobilité ou une réduction de la mobilité nous oblige à choisir l'essentiel. Et cet exercice est fondamental pour l'avenir. Ce temps n'est pas seulement un temps malheureux, c'est aussi un temps de, je dirais, de réflexion et peut-être aussi une nouvelle manière de considérer nos vies, non seulement dans l'axe du mouvement, mais aussi dans l'axe de la réflexion et du choix. C'est peut-être aussi une manière d'approfondir les droits de la liberté qui n'est pas seulement dans le sens de l'expansion, mais dans le sens du choix parmi les options qui nous restent. Et puis il dit aussi, c'est l'autre élément fondamental, qu'il a constaté dans son travail avec, il accompagne ce jeune réfugié, il a vu qu'il peut, même pour un acte très concret comme la cuisine ou un acte plus abstrait comme la photographie, se servir de la technologie qui devient aujourd'hui un instrument essentiel à notre service, à condition que nous sortions de l'idée que nous avions préalablement, c'est-à-dire que nous étions désormais, nous les humains, si imparfaits, esclaves de la technologie. C'est un constat extrêmement important. Savoir, comment dirais-je, sortir de cette idée que nous, on est désormais tous esclaves de la technologie et profiter du bénéfice qu'elle nous donne, comme j'en profite en ce moment, pour transformer en dialogue avec des amis une distance qui est imposée. Voilà alors que ce couple essentiel et utilisation, je dirais, libre de la technologie nous conduit au troisième élément qui était implicite dans ce témoignage, c'est-à-dire que l'essentiel est l'utilisation libre des instruments technologiques qui nous sont fournis, nous mène à une certaine simplicité de vie. Je pense que le temps présent demande cela. Nous installer dans une plus grande simplicité qui favorise aussi une liberté de choix, une confiance plus grande dans le peu que nous avons. Le peu devient plus essentiel. Il y a peut-être moins besoin de désirer et plus besoin de rester chez soi dans le sens le plus profond du terme, c'est-à-dire habiter avec nous-mêmes, reprendre
la liberté de descendre en nous-mêmes. C'est un vœu, mais c'est aussi déjà un constat. Bien, écoutez, maintenant nous entamons la troisième phase de cette discussion avec un débat sur des questions générales qui se posent ou que nous pouvons poser. Et encore une fois, nous n'en traiterons que quelques-unes. Il y en a une qui est assez évidente à poser, qui est la question du présentiel, comme on dit de nos jours, versus le distanciel, comme on dit également de nos jours. Comment est-ce que l'action de terrain se débrouille pour hybrider le présentiel et le distanciel? Et il y a une autre question par rapport à ça qui bien sûr s'impose à tous, y compris dans le monde du travail, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'il y a d'irréversible là-dedans? Parce que nous sommes d'accord que l'habitude du travail à distance est répandue, nous la pratiquons tous d'ailleurs, j'imagine, mais qu'est-ce qui va se passer après? L'épidémie, elle va bien finir par se terminer, heureusement. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qu'il y a d'irréversible? Et donc, ce distanciel, ce présentiel, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Je commence par vous, Marianne. Il va se passer que chacun de nous a très envie de retrouver la relation humaine qu'elle avait avant, avec sa famille, avec ses amis, avec la société. Donc, dès qu'on le pourra, on reprendra les contacts et les relations. C'est absolument évident et c'est nécessaire et ça sera naturel. Il n'empêche que ce qu'on aura vécu pendant un an, de pouvoir justement agir à distance, eh bien, a révélé le pouvoir d'agir, de continuer à agir. Et c'est juste formidable ce qui s'est passé. Et ça a permis d'innover, de révolutionner des façons de faire, etc. Donc il faut surtout ne pas perdre ce qu'on a acquis là et pouvoir justement, vous le disiez Philippe, hybrider les façons d'agir. Donc je pense qu'il faut pouvoir jouer sur ces deux tableaux. C'est évident. Alors il y a le risque en effet que ceux qui ont pris goût d'agir ou de travailler d'ailleurs à distance, puisqu'il y a aussi une question sur le télétravail. Certains salariés rêvent de revenir au bureau, d'autres rêvent de rester chez eux. Oui, mais bon, voilà, il va bien falloir quand même trouver un équilibre entre cette vie à la fois professionnelle et personnelle et ce télétravail et ce télévolontariat. Voilà, il va falloir peser enfin, c'est même pas peser le pour ou le contre. Il y a un pour et il y a un contre, hein, mais je pense qu'il faut voir l'avenir en distanciel et en présentiel, tout simplement. Et ce télévolontariat, comme vous dites, ça pose la question de l'engagement. Que veut dire un engagement à distance? C'est un peu ça que ça veut dire. Alors, bien sûr, il n'est pas 100% à distance, mais quand même. Si je prends simplement l'exemple du coup de France Bénévolat en tant qu'association, on a vu des phénomènes. D'abord, d'habitude, nous avons des petites antennes qui reçoivent physiquement des gens qui ont envie de s'engager. Alors ils peuvent aller sur la grosse plateforme de France Bénévolat, ils trouvent tout chaussures à leurs pieds, et on reçoit quand même, France entière, à peu près 25 000 personnes par an. De gens qui viennent nous voir, qu'on va conseiller à travers un entretien, le temps qu'il faut, voilà, d'une heure. Là, on l'a fini parce que toutes où on était logés, c'est dans les maisons des associations fermées. On a maintenu des contacts, on a deux téléphones en Zoom, etc. Et du coup, on a appris à travailler aussi bien, alors qu'il y a quelques années, il fallait absolument avoir une présence. Voilà. Et là, c'est peut-être moins bien, mais on a quand même fait ça. Ce qu'on a également vu, alors c'est anecdotiquement, dans l'équipe par exemple de France Île-de-France, on est 150-200 bénévoles, c'est terriblement difficile de réunir 150-200 personnes. Eh bien, on a plus de gens présents en réunion Zoom que présents physiquement. Et puis à l'envers, on dit quand même quand est-ce c'est fini et quand est-ce on se revoit physiquement, parce que quand on fait une réunion, on déjeune ensemble, etc. On a besoin effectivement de refaire la fête ensemble, voilà, et puis de contact avec des gens, mais en même temps, il y a des choses que probablement les réunions générales
On les fera plutôt maintenant en distanciel, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a plus de monde, voilà. Et puis après, des réunions locales, de la proximité, voilà, c'est d'une autre nature. Je pense qu'on va trouver des équilibres complètement différents. Complètement différents. Peut-être rebondir sur ce que dit Dominique, là, au mois de septembre, nous lançons d'habitude une grande campagne de parrainage pour solliciter, informer les salariés qu'ils peuvent faire du mécénat de compétences, que le groupe SNCF leur propose cela via la Fondation. Et d'habitude, nous faisons des réunions physiques de 20, 30, juste avant le déjeuner. Enfin, c'est toujours un peu compliqué hein, de réunir les gens. Ils s'inscrivent, puis finalement, ils ne viennent pas. Enfin voilà, il se passe toujours plein de choses. Et puis, ça demande du temps. On va dans différents endroits, etc. Et bien là, on l'a fait via Zoom. On a eu 2 fois 500 salariés. On n'aurait jamais rêvé ça en présentiel. Voilà, donc ça c'est quand même, et avec une transformation derrière, bien sûr. Hein. Près de 50% d'entre eux se sont inscrits sur la plateforme Engagement Citoyen SNCF et demandent à faire du mécénat de compétences. Donc c'est juste formidable. Hein. Voilà. Maintenant, il va falloir probablement encourager les gens qui ont peut-être pris un certain confort là-dedans à ressortir de chez eux, hein, pour ceux qui n'auraient pas envie. Parce qu'il y a des besoins bénévoles physiques. Hein, pour aller chercher les produits, il faut des gens, des vrais gens qui se déplacent hein, dans le monde associatif. Et là, il y a un besoin criant de bénévoles physiques qui n'est pas aujourd'hui rempli, hein, qui n'est pas satisfait. Les équipes même, il y a besoin aussi de rencontres physiques. Mais voilà, il faut retrouver un autre équilibre, mais il y a des choses qui vont être irréversibles, ça c'est sûr. Alors, je vais vous poser une question qui est, je crois, chère à Carlos Sola. Qui est la suivante. Est-ce que nous assistons ou non à un accroissement du fossé entre les juniors et les seniors? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine colère qui monte des juniors vers les seniors? Est-ce que le clivage risque de s'accroître? Et que s'est-il passé ou que se passe-t-il ou que constatez-vous dans la famille, dans les familles? Est-ce que la solidarité familiale augmente? Est-ce qu'elle est accompagnée? Alors il y a tous les problèmes de violence liés au confinement, etc. Mais globalement, qu'est-ce qui se passe socialement de votre perception partant du terrain dans ces domaines très, très profonds, très compliqués? D'abord, la coupure générationnelle en France est plus forte que dans les autres pays développés. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Marianne nous a soutenu toujours cette notion de solidarité intergénérationnelle. C'est pas évident, ça fait 10 ans qu'on y travaille. On a l'impression que ça se noue, ça se renoue, parce que ça s'était dénoué. Et sans aucune flagornerie, la Fondation SNCF a été à la pointe de ça, sur ces actions-là. Voilà. Mais c'est toujours là, c'est toujours du petit projet de terrain pour faire du tricotage fin. Voilà. Alors ça, on avait l'impression qu'on partait de loin, mais qu'on avançait. C'est pas si mal, voilà. On avançait. Et puis, parallèlement, il n'y a pas de solidarité intergénérationnelle, c'est aussi de la coopération interassociative locale. Grand sujet en France, parce que les associations ils sont quand même assez juxtaposées. La Fondation SNCF a toujours favorisé la coopération interassociative, c'est probablement le moteur de ça. Donc on était dans un processus positif qui avançait, alors jamais assez vite, etc. Là, c'est clair qu'aujourd'hui, les représentations, mais je crois que c'est des représentations je dirais comme ça, et j'espère que de café du commerce, entre guillemets. Ah ben oui, nous les jeunes, on ne peut plus sortir parce que si on sort, grosso modo, on va faire que les vieux vont avoir le Covid et vont mourir. Bon. Je crois que ça, c'est des réactions un peu spontanées qui ne vont pas perdurer. Alors il va falloir reprendre, renouer, etc. Par contre, les solidarités familiales qui étaient très importantes en France, elles ont à la fois avec ces Janus hein, qui sont à la fois perdurés, mais à l'autre bout, ce qu'on a vu dans cette crise du Covid, c'est une accélération, une augmentation des violences familiales. À la fois violences familiales à l'égard des femmes et violences familiales à l'égard des enfants.
Donc on a toujours ce paradoxe absolu, et à la fois de solidarité familiale, parce que alors, les jeunes ont réussi à survivre depuis très longtemps parce qu'il y avait la famille derrière, ils sont un peu quand même en situation de désespérance, voilà, et en même temps on subit aussi le contre-choc, etc. Donc il y a toujours Janus dans ces opérations-là. Moi, je ne crois pas que la coupure générationnelle qui a été forte, qui se réduisait, là, elle est peut-être un peu augmentée conjoncturellement. Mais je pense que dans le futur, ça va revenir. Il va falloir recommencer à renouer ces ficelles concrètes de terrain, etc. Par contre, ça aura laissé des dégâts, c'est clair. Et des dégâts sur des personnes. Je crois que le confinement a simplement exacerbé des situations déjà existantes. C'est-à-dire les familles qui s'entendaient bien, ont poursuivi, ont consolidé ces ententes, se sont débrouillées, ont fait des zooms, se sont occupés les uns des autres. Et puis les familles qui déjà étaient éclatées en conflit, ça a exacerbé, en effet, par exemple, quand on a beaucoup parlé des violences faites aux femmes, dans un couple qui déjà vacillait, voilà, ça n'a fait qu'accélérer parce qu'on est confiné dans un lieu et que voilà, déjà qu'on a du mal à se supporter, on se supporte encore moins, voilà. Donc je crois que c'est ça. Donc la sortie du confinement va simplement, à mon avis, on revient en arrière simplement pour ceux pour qui ça a été éprouvant, ça laisse des traces. Ça, c'est clair. Voilà, donc de ce côté-là. Après, tout ce qui est solidarité avance en France globalement. Il y a beaucoup de bénévoles, tu le dis, beaucoup d'associations, on le dit. Après, je crois que une des solutions, c'est aujourd'hui, on parle beaucoup d'actions collectives. Contributives, collectives, des alliances, etc. Tout ça est en train de se mettre en place entre entreprises, entre associations, entre public et privé, parce qu'en fait, les réponses ne peuvent pas être simples à la complexité des enjeux. Donc les réponses sont obligatoirement complexes. Si elles sont complexes, c'est qu'on doit être plusieurs acteurs différents et se mettre ensemble pour y répondre. Donc là-dedans, on retrouve des jeunes et des seniors, tout simplement. Tout ça est naturel. Des gens très différents, culturellement, mais aussi intergénération. Alors pas seulement d'ailleurs des jeunes et des seniors, il y a aussi les générations du milieu, enfin tout ça c'est mélangé. Donc les choses vont se faire de toute façon très naturellement, parce qu'on ne peut plus faire les choses seuls. Donc cette réponse, moi je le vois, on a créé l'Alliance pour l'éducation avec des associations, des entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises, des associations de proximité au fin fond d'une région, des grandes associations nationales, tout type de personnes, etc. Dernièrement, l'Alliance pour le mécénat de compétences également, qui fait s'allier, si vous voulez, des organisations qui ne se seraient jamais rapprochées, jamais. Voilà. Donc le Covid a accéléré ça aussi. Il y avait un terrain déjà, mais le Covid a accéléré tout cela. J'ajouterais ce que le Covid aussi a accéléré, c'est des frontières qui ont explosé. Des choses qu'on n'aurait pas pensé. Je pense à un exemple à Montreuil. Les Restos du Cœur étaient fermés pour des raisons de sécurité financière. Et ben, c'est des ouvriers municipaux qui ont récupéré les stocks, etc., qu'ils ont distribués. Il y a un an, c'est interdit, un ouvrier municipal qui s'occupe de ça, et ils ne se sont pas occupés s'ils étaient salariés, bénévoles, etc. Donc il y a beaucoup de frontières qui ont explosé, et je trouve que c'est très bien. Dans ce que tu as évoqué, etc., c'est clair que les associations et les entreprises, c'était le diable réciproque. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'en est heureusement plus là. Parce que tu as expliqué tout ce qu'avait apporté par le mécénat de compétences et d'autres choses aux associations. Et puis inversement, ce qu'on voit aussi, c'est que des salariés qui se sont engagés dans les associations développent des compétences. Et des compétences qu'ils n'auraient pas développées dans un univers très hiérarchisé, très structuré. Là, il y a l'innovation, il y a des choses, l'animation d'équipe, etc. Et c'est des compétences, du coup, que l'entreprise est tout à fait contente de récupérer au bon sens du terme. Donc tout ça, c'est de la réciprocité dans les deux sens. C'est-à-dire que l'engagement s'ancre durablement dans le monde de l'entreprise, très clairement. L'engagement citoyen est ancré durablement. Parce que justement, ce que tu disais là sur les salariés, il y a un bénéfice pour l'association
en premier et heureusement, pour le salarié en termes de quête de sens, d'apport de conseils, et pour l'entreprise qui elle aussi récupère des salariés plus motivés et qui ont acquis un certain nombre de compétences très clairement. Et puis la société en général, qui peut également. Donc on est gagnant 4 fois. Alors je pense que l'engagement citoyen n'est pas prêt de... Enfin, il est surtout prêt à se développer. Et l'événement qui a eu lieu le 15 janvier, de 22 patrons d'entreprises qui se réunissent pour réaffirmer leur engagement, lancer des engagements très importants du type on va doubler le nombre d'heures de salariés engagés, on va créer des plateformes pour que salariés et associations se rencontrent. Voilà, il y a eu un certain nombre d'engagements pris et il est évident qu'il y avait là des patrons déjà engagés, mais la pandémie, évidemment, a conforté l'engagement de ces patrons. Écoutez, voilà un message qui est quand même très positif et qu'on est heureux d'entendre. Je retiens aussi plusieurs choses. La première, c'est que Carlo pourra peut-être nous éclairer là-dessus, ou alors ça devrait être l'objet d'un autre débat. La comparaison entre la France, l'Italie et d'autres pays serait très très intéressante à analyser, à examiner. Ça c'est une chose. La deuxième chose que j'ai entendue, qui est, je vais dire, chère au cœur de Réselis, au mien et au vôtre, c'est qu'en fait la coopération et donc la construction d'écosystèmes sociaux est devenu quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est vrai qu'on passe d'un système dans lequel il y avait beaucoup d'individualisme, y compris dans le monde associatif. On avait son association, son truc, et on allait dans... Voilà. Eh bien, c'est en train d'évoluer. La crise de la Covid a stimulé ça. Et l'idée qu'un acteur seul ne peut pas réussir à tout faire, qui est évidente en soi, elle commence à s'imposer dans la pratique. Avant de conclure, je voudrais, et la conclusion appartiendra à Carlo Sola, avant de conclure, je voudrais vous demander juste à chacun une ou deux priorités dans ce qu'il y a de plus important à suivre aujourd'hui ou à essayer de résoudre aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas une question commode. Je le sais bien parce que des priorités, il y en a forcément des centaines. Il y a les drames sociaux sont innombrables, malheureusement, et quand même, la crise les accentue. Mais quand même, à quoi faut-il particulièrement veiller, Dominique ? Richard, d'abord, on a tenu un discours optimiste, mais pas irénique, enfin, parce que voilà, mais par contre, on va sorti de crise, on va retrouver des problèmes sociaux gigantesques. Ils auront tous été accélérés. Voilà. Alors, les hiérarchiser, c'est extraordinairement difficile, mais si je pense par exemple aux jeunes, alors on a un jargon européen qui s'appelle les NEETs, voilà, les jeunes qui sont totalement désocialisés, on estime qu'il y en a 2 millions en France. Voilà. 2 millions. Hein, oui, les invisibles, enfin ils sont pas toujours invisibles d'ailleurs, on les voit, mais qui ne sont même pas pris en charge par les missions locales, etc. 2 millions, voilà, on travaille sur ce sujet-là qui est extraordinairement difficile. C'est clair qu'à la sortie de crise, il y en aura plus. Alors je sais pas, j'espère qu'il n'y en aura pas le double, mais il y en aura plus. Voilà, donc comment les jeunes vont trinquer énormément. Les jeunes diplômés, alors, sont un peu désespérés, mais le marché du travail va faire il faut leur dire patienter, ça va marcher, quoi. Mais ces jeunes qui étaient complètement marginalisés, d'abord ont le sentiment que de toute façon ils s'en sortiront jamais, donc c'est déjà un premier, comment leur redonner confiance en eux, et on en aura plus, donc il faudra inventer. Et alors, quelle très grande difficulté, c'est qu'à la fois ceci ne se fait que localement, par des petites choses. Alors, grande question posée, comment faire de l'industriel avec des bouts d'artisanat ? Ça, on ne sait pas complètement faire. C'est du coup par des écosystèmes locaux qu'on y arrive, c'est clair. Et par la coopération, et par de l'information, et par du transfert de compétences d'un territoire à l'autre. La parole est à l'entreprise.
Oui, alors moi je dirais que sans faire de l'incantation, moi je milite vraiment pour que on fasse de l'engagement, enfin qu'on soit sur l'apprentissage de l'engagement dès le plus jeune âge. Voilà. Donc là, on n'est pas aujourd'hui, là maintenant, encore que, on pourrait dès la maternelle, d'ailleurs aujourd'hui il y a respect d'autrui qui vient s'ajouter à lire, écrire et compter. Hein. Et donc je pense que là, on est sur quelque chose d'essentiel. Il faut se projeter sur les prochaines générations et il faut commencer dès à présent à faire que chacun de nous porte l'engagement en soi et que ça devienne totalement naturel dès l'enfance et que tout au long de la vie, hein, à l'adolescence, et je sais qu'un certain nombre de programmes que prône France Bénévolat et d'autres font que, voilà, à l'élémentaire, à l'adolescence, etc., on propose aux jeunes de s'engager en permanence, qu'on l'offre aussi à des minorités ou à des gens en souffrance, comme les réfugiés, les personnes handicapées. Toutes ces personnes-là ne sont pas seulement ce qu'elles sont, mais elles sont aussi potentiellement des gens qui peuvent donner de leur temps et qui peuvent s'engager. Et l'entreprise, donc, a son rôle à jouer puisqu'elle propose aussi l'engagement via le mécénat de compétences. Et donc, et à la retraite, on retrouve également l'engagement bénévole. Donc voilà, l'engagement, le parcours d'engagement tout au long de la vie, c'est ce que je voudrais voilà, prôner au maximum. Eh bien, je pense que nous adoptons tous ce point de vue et ce souhait. Et la conclusion, donc, et la synthèse de cet entretien trop bref sera faite par Carlo Ossola. Merci, cher Philippe, de me laisser la responsabilité des conclusions. Mais nous venons juste d'ouvrir un chemin, de commencer à défricher un champ de travail, et il serait, me semble-t-il, prématuré de tirer des conclusions. Je dirais plutôt qu'on pourrait insister sur certains points qui ont été évoqués pendant cette heure de dialogue, et je dirais tout particulièrement en me référant aux derniers propos de nos amis que ce temps, en effet, favorise peut-être la possibilité de rattraper ce lien qui était un peu perdu, et je cite ici ce qui vient d'être dit, entre l'industriel et l'artisanat. On savait très bien, on le sait encore aujourd'hui, que l'artisan, normalement, travaille chez soi. Et nous avons perdu le caractère profond de ce chez-soi. Le chez-soi de nos jours était devenu le temps du repos, de l'hobby, mais très difficilement on faisait du travail fondamental chez soi. Aujourd'hui, il faut réapprendre. Non seulement parce qu'il y a le télétravail, non seulement parce qu'il y a la pédagogie à distance quand les écoles sont fermées, mais il y a aussi ce besoin d'utiliser nos mains pour fabriquer des instruments, des choses, des objets ou simplement des projets, des esquisses, des dessins qui ne sont pas le jour d'après, comment dirais-je, j'oserais dire confisqués par le collectif. Portant tout ce que nous venons de faire comme ébauche chez nous à l'usine, à la boîte, au collectif. Eh bien, ce travail chez soi, cette manière de rentrer chez soi est une opportunité extraordinaire pour l'artisanat. On est tous, d'une certaine manière, des artisans, l'artifex du temps classique, des métiers que nous avons oubliés, un bricolage qui n'est pas seulement celui du samedi ou du dimanche, mais qui peut devenir quelque chose d'assez fondamental. Retrouver la capacité d'utiliser nos mains, non seulement pour prendre et non seulement pour saisir, mais aussi pour établir, je dirais, un espace plus court dans lequel nous sommes maîtres, un temps qui nous appartient, dans lequel nous sommes maîtres. Enfin, dans vos propos, il y a évidemment une idée
de société qui peut redevenir intéressante. Une société qui n'est plus entièrement collectivisée et donc une société qui nous mène tôt ou tard à l'aliénation, mais une société, comment dirais-je, plus artisanale, plus proche à nos compétences et à nos désirs. Et dans cet apprentissage de l'artisanat, vous avez placé, je le souscris, l'apprentissage de l'engagement. Je crois que c'est Marianne qui a dit cela et je suis tout à fait persuadé que l'engagement, au sens plus littéral du terme, c'est se mettre en gage. Et nous avons été moins habitués dans la société qui nous a précédés de nous mettre en gage. Or, nous sommes en gage. Nous le sommes pour des contraintes, mais nous pouvons le devenir d'une manière plus riche en nous mettant à disposition, en nous mettant notre temps et nos forces et nos capacités en gage, à disposition, au service. Et cet apprentissage est un apprentissage qui nous concerne et qui concerne surtout notre rapport à autrui. Donc, je ne termine pas. J'espère avoir ouvert avec vous quelques fenêtres et j'espère un jour plusieurs portes. Donc, bon travail à tous, bon engagement et à très bientôt. Merci à Dominique Thierry, à Marianne Essay et surtout à Philippe Kourilski qui nous a menés à nous retrouver tous en espérant d'avoir d'autres rendez-vous prochains. Un grand merci encore.